Bienvenue au balado L'Astuce, le balado pour les conseillers en sécurité financière, les planificateurs financiers et les conseillers en placement. Dans ce balado, nous recevons des experts qui touchent de près ou de loin l'industrie. Avocats, notaires, comptables, fiscalistes, journalistes, économistes, hauts dirigeants et bien plus. Bienvenue au Balado L'Astuce. Le balado, vous savez, dans le Balado L'Astuce, on reçoit beaucoup. On a reçu des gens, des propriétaires d'entreprises, des experts de l'industrie financière, on a reçu des conseillers, on a reçu des planificateurs financiers aujourd'hui, on a reçu des hauts dirigeants, puis aujourd'hui, on reçoit un autre haut dirigeant qui est président, chef de la direction de IA Groupe Financier. Vous le connaissez, c'est Denis Ricard. Denis, merci d'être présent aujourd'hui au Balado. Ça me fait plaisir, Jean-Sébastien, d'être ici avec toi. Denis, on va parler aujourd'hui, on a plein de sujets, on a plein de questions, on veut parler de la distribution, on veut parler, il y a beaucoup de choses qu'on veut parler. Mais avant, il y a beaucoup de gens dans l'auditoire qui viennent des réseaux dédiés, il y en a qui viennent des réseaux indépendants, il y a des gens qui te connaissent, des gens qui te connaissent un petit peu moins. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu le rôle que tu fais chez IA, mais le rôle que tu fais aussi parce que je pense que tu as fait beaucoup de rôles chez IA Groupe Financier. Donc, tu peux nous expliquer un peu le parcours que tu as eu chez IA depuis le temps que tu es là aussi, ça fait longtemps. Oui, ça fait depuis 1985, lorsque j'ai gradué de l'Université Laval en actuariat. Bien entendu, j'ai commencé dans un rôle de jeune actuaire. Puis, une des caractéristiques chez IA Groupe Financier, c'est dans sa culture, c'est de favoriser la mobilité à l'interne pour le développement de ces potentiels. Alors, j'en ai profité durant toute ma carrière. Alors, l'idée était environ de lever la main là, aux 5 ans pour dire, OK, j'ai fait le tour de la fonction que j'ai, j'aimerais apprendre autre chose. Alors, c'est ça. De 85 jusqu'à 99, j'ai joué des rôles plus corporatifs que j'appellerais là, en actuariat, soit dans la tarification, soit dans le corpo. Puis par la suite, là, j'ai tombé dans les secteurs d'activité, marketing, assurance et rente individuelle. J'ai fait aussi, j'ai été le chef des finances de l'organisation durant la crise financière. Donc, en 2008, j'étais là à l'époque, ce qui était un grand défi, je vous dirais, à cette époque-là pour les institutions financières, comme vous pouvez vous en douter. Puis, j'ai dirigé des secteurs d'activité aussi. Les secteurs d'activité, tout le réseau des carrières, le réseau des agents généraux, là, donc l'assurance individuelle plus l'épargne individuelle au Canada. Puis après ça, j'ai dirigé la division des concessionnaires automobiles. On fait beaucoup d'affaires avec eux aussi. Puis finalement, pour atterrir comme président de la compagnie, lorsque Yvon Charest a annoncé sa retraite, là, il y a de cela un peu plus que 5 ans. Y a-t-il quelque chose dans tout ce que tu as fait que tu as aimé plus? Y a-t-il un secteur, une job? Le job actuellement, j'imagine que c'est l'accomplissement final de toute cette carrière-là, mais y a-t-il un secteur que tu as plus aimé que d'autres? Écoute, c'est sûr que j'ai toujours aimé ce que j'ai fait chez IA Groupe Financier. En fait, là où j'ai eu une grande surprise, puis j'ai vraiment apprécié, puis c'est de travailler avec les réseaux de distribution. Honnêtement, là, en 2000, là, la première fois que j'ai été mis en contact avec les réseaux, soit avec Carrière ou agents généraux, j'ai vraiment découvert la business. Les vraies choses se passent là. Donc, le contact client, qui est vraiment important. La raison d'être aussi de nos conseillers financiers, qui est la nôtre aussi comme organisation. On est là pour s'assurer que nos clients sont confiants, pas juste sécures, mais qui sont aussi confiants face à leur avenir. Donc, tout le volet protection, le volet préparation à la retraite. Donc, pour moi, ça a été révélateur de notre mission, de notre raison d'être lorsque j'ai été en contact avec les réseaux de distribution. Puis aujourd'hui, le rôle de PDG, là, ça fait quoi un PDG, à part venir à des balados? Puis, ouais. Écoute, évidemment, gérer une organisation comme celle de Industrielle Alliance, IA Groupe Financier, c'est très large. On est une organisation de presque 10 milliards de valeur de mon marché. On est dans plusieurs divisions. Pour moi, ce qui est important, c'est d'assurer la pérennité de l'organisation à long terme. Quand Yvon Charest a quitté, il a laissé l'organisation en pleine santé, en pleine croissance. Alors, pour moi, c'est vraiment de préparer l'avenir de IA Groupe Financier. Donc, bien sûr, s'assurer d'avoir une équipe de direction de très haute qualité, mais aussi d'avoir fait des orientations stratégiques dans des secteurs d'activité qui sont porteurs d'avenir, qui vont permettre à l'organisation de croître, pas juste au Québec, Canada, mais aussi à l'extérieur du pays, parce que, bon, au Canada, on a quand même une industrie financière qui est assez consolidée. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'acquisition d'entreprises. Donc, on sort du pays pour pouvoir croître. Puis, ça crée des jobs hyper intéressants aussi ici, là, pas juste à l'extérieur du pays, mais au Québec, puis notamment à Québec. On parlait tantôt des
justement de ces investissements-là ou plutôt ces acquisitions-là à l'extérieur? Peut-être dans d'autres secteurs de distribution aussi, mais avant, je voudrais parler de la distribution des produits d'assurance au Québec, au Canada. Là, on peut parler un peu des deux. Là. Mais comment tu vois actuellement la distribution des produits d'assurance au Québec, au Canada? J'imagine que vous avez une vision sur la distribution. Elle fait partie de la clé de la stratégie. Comment tu vois ça comme PDG? Ben, c'est intéressant qu'on parle de ça aujourd'hui Mhm. d'ailleurs, parce que quand les gens me posent la question, chez IA Agrofinancier, c'est quoi la plus grande force? Ben, ça a été d'avoir bâti des relations avec tous les réseaux de distribution. Mhm. Puis quand je dis tous les réseaux, parce qu'il y en a du plus, je vais appeler ça les plus dédiés aux plus indépendants, là, Mhm. juste pour utiliser les Ouais. terminologies que les gens comprennent bien. Là. Mais il y a tout un spectre entre les deux. Fait que, à l'extrême, ben, un réseau carrière, par exemple, va vendre exclusivement de des produits. Donc, tu les prends vraiment en charge du recrutement, le recrutement, juste la rétention de. C'est un enjeu, évidemment, là, de faire grandir dans leur carrière. Puis jusqu'aux plus indépendants, parce qu'évidemment, il y en a de tous les genres. Hein, puis, alors, je pense qu'un des grands défis qu'on rencontre chez nous, qu'on relève bien, c'est toute la question de faire croître ces relations-là. Donc, ça veut dire, par exemple, le réseau carrière, le recrutement, Mhm. qui est la clé de. Puis, tu sais, au Canada, là, puis au Québec, là, c'est clair que c'est pas. Ce qui nous limite notre croissance, là, ben, c'est le nombre de conseillers. Ouais. Les gens ont besoin de protection. Puis les gens, en général, sont sous-assurés, ne se préparent pas bien à leur retraite. Donc, pour nous, ben, ça a été de bâtir ces relations-là au fil du temps. Mhm. C'est de les conserver. Puis évidemment, on a des stratégies en fonction de ça. Là. Mhm. Alors, c'est vraiment ça la clé actuellement. Est-ce que tu vois la distribution changer dans les dernières années? Parce que tu as dirigé justement tous ces réseaux-là. Tu vois-tu ça changer la distribution ou ça reste tout le temps la même chose? C'est juste que c'est les outils qui changent? En fait, ouais, c'est intéressant ta question. Moi, je reviens sur notre raison d'être, puis en fait, notre ambition surtout. Là, notre ambition, c'est d'être l'organisation qui combine le mieux l'aspect humain et numérique Mhm. dans la distribution de nos produits. Puis je dis ça parce que des fois, les gens pensent que le digital va remplacer l'humain. Non, 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 on n'est pas là du tout. Là. Nous, on croit vraiment qu'il va y avoir une évolution. Il y a déjà une évolution dans la distribution des produits de protection. Là. Les gens, dans le fond, ils se font convaincre que c'est bon pour eux parce qu'ils ne se lèvent pas le matin en se disant tu sais, je vais m'acheter une assurance. Là. Tu peux te lever le matin en disant je vais m'acheter une voiture là, parce que c'est un peu sexy. Mais tu sais, un contrat d'assurance, c'est pas ce qui est le plus sexy au monde, mais c'est vraiment important. Donc, ça prend des gens qui vont te le dire. Tu auras besoin d'être protégé, tu as besoin de préparer ta retraite. Alors, nous, on est vraiment dans le sens de combiner l'expérience humaine et technologique. Donc, on a investi massivement dans des outils technologiques. Tu me poses la question, comment la distribution évolue? Mais elle évolue dans un sens de plus en plus numérique. Moi, je rencontre régulièrement des conseillers financiers. Il y en a qui me disent qu'ils sont à 95 en ligne tout le temps avec leurs clients. Pour certains clients, ils vont se déplacer, mais sinon, il y a moyen d'être beaucoup plus productif, de servir plus de clients avec les outils technologiques. Et les clients eux-mêmes s'attendent à ça. Ouais. Alors, ce qui n'était pas le cas avant la pandémie. Mhm. On avait déjà des outils technologiques très, très avancés avant que la pandémie arrive. Puis le taux d'adoption, il était inégal. Évidemment, les plus vieux, ils fonctionnaient encore papier. Puis les plus jeunes commençaient à s'intéresser à ça. Quand la pandémie est arrivée, tous ces outils-là ont été utilisés massivement. Puis maintenant, l'adoption a été, je dirais, le catalyseur, ça a été le fait que les clients, à un certain moment donné, ils ne voulaient justement pas voir là, les gens en personne. Là. Alors, tout le monde s'est habitué à travailler avec ces outils-là. Puis, comme je dis, on a investi massivement là-dedans. Et je pense qu'il va y avoir encore des changements dans le futur, mais qui vont être beaucoup axés sur la technologie, mais la technologie au service du conseiller. Et au service aussi de rendre la vie plus simple. Ça va revenir un peu à ça. C'est quoi les défis, tu sais, mettons, quand tu vas prendre des décisions, là, je sais peut-être plus au niveau de ton vice-président, mais c'est quoi les défis que tu vois dans le volet de la distribution? Y a-tu des enjeux qui s'en viennent dans les prochaines années? Y a-tu quelque chose qu'on voit au loin? Ou une opportunité, peut-être? Ouais, en fait, je pense que l'opportunité, c'est le recrutement. Ouais. Puis aujourd'hui, la carrière, quand je regarde la carrière d'un conseiller financier versus il y a 30 ans, là, c'est complètement différent. Là. La qualité des conseillers financiers, là, ça n'a absolument rien à voir il y a 30 ans. Là. Il y a une hausse très importante de la qualité du service. Puis tout ça aussi a été. Il y a eu quand même beaucoup plus d'exigences des autorités de réglementation, par exemple, beaucoup plus de formation. Les organisations font un plus grand suivi, là aussi plus de formation. Alors, puis les produits se sont complexifiés au fil du temps. Donc, tu sais, quand je regarde, mettons, un client
qui a besoin je dirais de conseils, ben c'est difficile. Hein? Tu vas sur Internet et trouver des conseils financiers, ce n'est pas évident. Puis quand c'est ton argent, là, oh là là. Donc, tu as besoin d'avoir un individu qui connaît ça, qui connaît ça, puis qui est capable de t'expliquer ces produits-là. Ça va m'amener justement au point sur comment tu vois l'évolution du rôle du conseiller, mais à l'ère, on a parlé du numérique, mais aussi de l'intelligence artificielle. On entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as joué avec ces outils-là d'intelligence artificielle, mais tu peux faire beaucoup de travail. Puis les conseillers aussi, il y a toujours un conseiller qui se dit ben, moi, dans la liste des jobs à remplacer, je suis peut-être élevé, je suis haut dans la liste. Tu vois ça comment, toi, ce volet-là, l'intelligence artificielle dans le rôle du conseiller? Ça, c'est un volet extrêmement important. On vient, nous autres, de déposer d'ailleurs au conseil d'administration un nouveau plan stratégique il y a 2 mois. Puis quand je regarde les 7 prochaines années, c'est un domaine dans lequel on va investir. Quand on dit que les investissements technologiques sont importants, c'est un sous-ensemble de ces investissements-là qui vont aller en intelligence artificielle. Et j'aurais une petite anecdote parce que dernièrement, tu me poses la question, est-ce que j'ai utilisé ces outils-là? Dernièrement, on avait une formation, les exécutifs là-dessus, parce qu'on veut relever l'intelligence collective par rapport à ça. Puis ça a duré 90 minutes. Puis à la toute fin, j'ai posé la question à l'outil d'intelligence artificielle. C'est dis-moi les moments humoristiques de la rencontre. Et assez surprenant, il les a sortis en citant les gens par rapport à ce qu'ils ont dit. C'est très, très puissant comme outil. L'endroit où les conseillers financiers vont pouvoir, je dirais, bénéficier de l'intelligence artificielle, nous, c'est quelque chose qu'on regarde actuellement. Là. Comment on peut rendre nos conseillers financiers, on va dire, plus productifs? Hein? Puis on pense qu'on est capable, via ces outils-là, de leur faire des suggestions. Et par exemple, voici la liste de clients qui, d'après leur profil, vous auriez intérêt à les visiter parce que, 80% du temps, quelqu'un qui a un Dodge Grand Caravane, c'est parce qu'il y a des enfants puis il y a un régime d'épargne dessus. Fait que, puis on peut t'aider, on peut faire une première approche auprès du client. Puis, c'est de travailler avec nos réseaux. C'est de pas de travailler en dehors de nos réseaux, mais de travailler avec nos réseaux de distribution pour les rendre plus productifs en utilisant ces outils-là d'analyse prédictive, d'intelligence artificielle. Parce qu'au final, c'est ça. Puis je suis un peu la même vision que toi. Puis c'est aussi que ça fait partie de l'emploi. Fait que, on essaie de se trouver plutôt un allié à l'intelligence artificielle et non pas un adversaire. Mais je pense que ça peut de beaucoup améliorer ou de faciliter la charge de travail du conseiller puis de le rendre meilleur dans ce qu'il devrait plus faire. Donc, je pensais plus de l'utiliser de cette façon-là. Mais moi, ça m'amène aussi à un moment donné, parce que je ne sais pas si tu le vois aussi comme moi je le vois, mais parfois, je vois une relation entre les assureurs, le distributeur puis le client. Puis probablement que dans la manufacture d'un produit, un facteur qui joue beaucoup sur la rentabilité, bien évidemment, la distribution coûte quelque chose. Puis des fois, j'ai l'impression, puis là, je ne dis pas que c'est le réseau de IA, mais que le distributeur veut bypasser l'assureur en allant vers des réassureurs directement, je ne sais pas comment. Puis à l'inverse, des fois, j'ai l'impression que l'assureur veut bypasser le distributeur. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben écoute, est-ce que, ça revient un petit peu à mon point de tantôt, est-ce que le digital peut remplacer le distributeur? Moi, je n'y crois pas pour le genre de produit qu'on vend. Il y a peut-être des produits très, très simples, menés à gauche et à droite, ça se peut, là, qui n'existent pas, mais je pense que c'est encore marginal. S'il y avait une recette, elle aurait déjà été trouvée, parce que la technologie est très, très, très avancée. Et la beauté de la chose dans nos produits, ce sont des produits qui se vendent. Fait que la réalité, c'est que la technologie va complémenter le travail du conseiller, va le rendre plus productif, va faire en sorte qu'il va, pour chaque vente qu'il va faire, à un moment donné, ça va être un peu moins d'effort. Il va pouvoir en faire plus. Puis on le voit déjà, là, moi, je rencontre des conseillers, tu parlais des rendre plus productifs. L'année passée, je suis allé dans une soirée, puis on reconnaissait nos meilleurs conseillers. À un moment donné, je posais à notre meilleur, du coup, comment ça fait que cette année, tu as réussi à encore dépasser tes objectifs? Puis là, il m'a dit, écoute, j'ai investi. Dans ce cas-là, il avait investi dans une personne de plus, un adjoint de plus, parce que lui, il veut être devant ses clients. C'est là que c'est payant. C'est quand c'est cette relation-là que le conseiller a avec son client, le plus de temps qu'il peut passer avec, le mieux ça va être. La technologie va aider à faire ça. De la même façon qu'il peut avoir des adjoints. Tu crées une équipe, on le voit, là, il y a beaucoup de conseillers qui créent des équipes pour être le plus souvent possible avec, par exemple, les clients les plus fortunés, c'est un exemple. Puis, tranquillement, ils forment les plus jeunes, etc. Fait que la technologie va aider à mieux cibler le temps à passer avec les meilleurs clients. Là.
Puis, il y a dans sa stratégie, parce que bon, il y a les réseaux de distribution, tu as parlé du réseau carrière tantôt, il y a le réseau Investia, il y a le réseau d'IA gestion privée. C'est quoi la stratégie d'IA pour bien supporter? Parce que là, avec tout ce que tu dis, j'imagine qu'IA supporte bien ses conseillers dans toute cette industrie-là, parce qu'il y en a plusieurs réseaux indépendants. Là. Tu sais, comment IA investit dans ses conseillers? Écoute, c'est sûr qu'on essaie de créer des outils qui peuvent être exportés d'un réseau à l'autre. Hein. Tu sais, La réglementation au Canada, on le sait, là, elle est différente pour les fonds mutuels, pour l'assurance, bon, pour les courtiers de plein d'exercice. Alors, oui, les gens ont des permis différents, puis ils sont dans des environnements différents, des environnements réglementaires différents. Alors, pour nous autres, si on bâtit un outil, par exemple, un exemple bien simple, la question de vente d'assurance individuelle, ben, on s'assure que ce qui est utilisé par le réseau carrière, ben, il peut être utilisé dans le réseau courtage. Même chose pour les fonds. Bon, on bâtit aussi pour les fonds distincts. Il y en a certains qu'on veut utiliser aussi, réutiliser pour les fonds mutuels. Fait que, c'est vraiment, en anglais, ils disent reuse. Là. On bâtit quelque chose pour le réutiliser à travers les autres réseaux le plus possible. Alors, c'est ça notre stratégie. Là. J'imagine aussi que ça permet d'être plus performant en général, parce que oui, il y a des réseaux de distribution dédiés, mais en même temps, quand on se rend compte, on regarde les chiffres, IA, c'est plus de ventes de polices d'assurance au Canada. Fait que, il n'y a pas juste les réseaux carrières qui contribuent, il y a les réseaux indépendants aussi. Oui, en fait, ça, c'est une belle statistique que tu démontres ici. Là. Les parts de marché de IA agrofinancier au Canada en assurance individuelle, c'est à peu près 25 là. Donc, une police sur 4 au Canada en assurance là, est vendue par un conseiller qui fait affaire avec IA. Puis, comme tu le dis, ben, c'est à travers tout le spectre. Puis pourquoi on en vend autant? C'est que nous, on est vraiment. Il y a différentes raisons. En fait, j'en nomme toujours 4. Là. Il est bien simple. Là. Le premier, c'est sûr, c'est qu'on a toute la gamme de produits. Ouais. Le deuxième, les outils technologiques qu'on a bâtis pour nos conseillers sont vraiment là, state of the art, là, parmi les meilleurs. On a évidemment toute la question du service. Là. On a un service impeccable pour nos clients. Puis on est aussi dans le marché de la famille. On est beaucoup dans le marché de la famille. Ça ne veut pas dire qu'on ne vend pas des polices importantes, là, des polices avec des montants d'assurance importants. Mais en général, on est vraiment dans le marché plus de la famille, donc avec une police moyenne plus petite, mais qui sert l'ensemble de la population. Parce que souvent, les institutions financières au Canada vont essayer de cibler vraiment juste les marchés haut de gamme, ce qui laisse un marché qui n'est pas servi. C'est ce marché-là qu'on essaie de servir. J'imagine que les investissements technologiques majeurs, plus administratifs, qui ont été faits dans les dernières années, ont un rapport à ça, parce que ça fait une grande quantité de polices d'assurance à émettre. Là. Ah non, c'est incroyable. Fait que plus on rend le processus de end-to-end, d'un bout à l'autre, sans papier, tu peux le faire à distance. À ce moment-là, ça permet à un conseiller, je ne sais pas, moi qui était à Alma, avant, s'il voulait aller à Dolbeau, là, il en faisait un par soir. Ouais. Là, il est capable de parler à 3-4 clients dans la même soirée. Là, puis s'il y a une police à émettre, on peut l'émettre facilement. Il y en a beaucoup maintenant qui s'émettent sans examen médical, sans échantillon là, liquide, etc. Donc, il y a une grande proportion de nos ventes maintenant qui se font immédiatement là, au point de vente. Puis ce nombre de polices-là, étant donné qu'il y en a beaucoup, au fil du temps, on le voit, il y a probablement de moins en moins de conseillers. En fait, bon, l'année passée au Québec, la Chambre de la sécurité financière a eu une augmentation dans le nombre de conseillers, mais on voit quand même qu'il y a une diminution du nombre de planificateurs financiers, les institutions financières recherchent des conseillers. C'est un peu partout le même débat. Cette transition de clientèle-là, tu vois-tu un enjeu important? Le vieillissement des gens ont besoin encore plus d'un planificateur financier, un conseiller, ont besoin des conseils de retraite, il y a moins de gens disponibles. Puis IA, a la majorité de ces clients-là. Fait que tu vois ça comment? La majorité, une bonne quantité? En fait, c'est le principal défi de l'industrie que tu viens de nommer. C'est une augmentation du nombre de conseillers au Canada. C'est un objectif qu'on devrait tous rechercher comme société. Parce que ça fait une meilleure littératie financière au bout du compte. Ce sont des Canadiens qui vont être prêts pour la retraite, qui ne se fieront pas nécessairement pour l'État, qui n'auront pas des soubresauts trop forts s'il y a un décès dans la famille, par exemple. Donc, c'est un défi. Et il y a malheureusement pas assez d'institutions financières, des compagnies comme nous, qui recrutons des nouveaux dans le métier, qui les forment à partir par exemple, de l'université, etc. Alors, quand je vais dans des soirées, mettons, du réseau carrière, je vois plein de jeunes. Je vois plein de jeunes, on en recrute beaucoup. Mais quand je vais dans des soirées avec du côté des agents généraux, il y a beaucoup de cheveux gris. Parce qu'il y a peu de recrutement qui se fait de ces organisations-là, malheureusement. Alors, c'est vraiment un grand défi. Mais nous, quand je regarde
notre réseau carrière a une croissance exceptionnelle d'une Mhm. année à l'autre. Alors, puis on va continuer parce que les besoins sont là. Mhm. Puis les besoins sont là, puis en fait, il évolue, puis il va être encore plus là. Fait que probablement que ce réseau-là va bien se positionner. Oui, puis ce métier-là, là, il est tellement honorable. Là, quand tu travailles vraiment dans le sens d'aider les gens dans leur protection financière. C'est majeur quand tu y penses. C'est pas des vendeurs d'assurance, tu comprends? Là? C'est Ouais. vraiment des gens qui commencent par regarder tes besoins financiers pour te préparer en cas de, bon, soit pour la retraite, parce que c'est un jour ton compte de retraite, mais aussi s'il arrive un pépin quelconque, tu tombes malade, bon, tu décèdes, qu'est-ce qui va se passer? Là? Alors, c'est vraiment un métier qui est extrêmement honorable. Puis, un métier d'entrepreneur qui ne nécessite pas de capital au départ autre que ton temps. Ouais. C'est la beauté de la chose. Mhm. Alors, voilà. Dis-moi, Denis, dans le positionnement stratégique et tout ça, bon, tu l'as dit, IA elle se positionne vraiment comme un chef de file dans le volet familial. Mais dis-moi si je me trompe, mais dans les 3-4 dernières années, garder quand même ce thème-là, mais on a vu vouloir se positionner quand même vers le marché intermédiaire, haut de gamme un petit peu aussi. Est-ce que c'était un changement d'horizon ou c'était plus on est prêt à ajuster ce volet-là? Parce qu'à l'époque, on l'était moins. Là, on l'est un petit peu plus. Est-ce que je lis bien? Oui, on essaie de monter un petit peu plus là, dans le marché Mhm. mid-market, qu'on appelle là, l'intermédiaire, comme tu dis. Mais, tu sais, dans le fond, on a bâti une base tellement solide en termes de processus, outils technologiques, vraiment orientés vers les plus petites polices. Tu sais, c'est comme une machine à saucisses. Là. Ouais. Ça tourne, cette affaire-là. Ça roule bien. Puis la qualité des conseillers augmente. Fait qu'on est capable de servir un marché qui est un petit peu plus haut de gamme. Mhm. Alors, on a vraiment tous les processus prêts, puis on a aussi toute la force de vente qui est capable de le faire. Fait que maintenant, on s'est dit, OK, on va changer un peu à certains endroits le design de produits pour être capable, ou même la façon dont on sert nos représentants, pour être capable d'être un petit peu plus haut de gamme. Sans laisser la famille moyenne, parce que c'est ça l'objectif ou la mission initiale. Puis il y a tellement eu des investissements là-dedans que le but, c'est pas de laisser Non, on ne tomber laissera ça. jamais tomber le marché de la famille. C'est un marché qui, pour nous, qui est profitable. C'est un marché qu'on connaît bien. On a un réseau de distribution aussi qui est vraiment intégré dans ces communautés-là. Tu sais, c'est un secret moins connu aussi d'IA, entre autres hors Québec, mais même au Québec maintenant. Là, c'est toute la question de l'immigration. Quand je vais dans les soirées là, avec les représentants, là, c'est assez étonnant. Ouais. Dans la région de Montréal, là, je veux dire, les communautés ethniques sont extrêmement présentes. On est vraiment fiers d'être auprès d'eux. À l'extérieur du Québec, on a bâti des partenariats avec des agents généraux qui venaient des Philippines, qui venaient de la Chine, des Indiens, etc., qui servent bien leur communauté. Puis on était fiers de s'associer à eux au départ pour les aider à grandir quand ils étaient tout petits. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est des agents généraux, mais il y en a beaucoup qui sont, on appelle ça, dédiés. Ouais. Hein. Ils peuvent vendre 75 de leur business auprès de IA. Alors, on s'est associé à ce mouvement d'immigration-là, puis on va continuer à le faire. Même au Québec, à Montréal, là, moi, tu as une agence, là, je pourrais te la nommer, là. Ben, quand tu rentres, tu as tous les drapeaux, là, puis c'est comme les Nations Unies, mais ça, c'est les drapeaux des personnes qui sont là. La provenance des gens qui sont là. Puis la stratégie de IA en termes de croissance, tu sais, on le dit beaucoup, surtout depuis que tu es le PDG au niveau des acquisitions. On cherche les bonnes acquisitions. Il y a la croissance organique là-dedans aussi. Puis entre les deux, toi, tu vois quoi au niveau. Mettons qu'on reste plus Canada. Tantôt, tu as dit que c'était un peu consolidé au Canada, mais j'imagine qu'il y a encore des opportunités ou on est juste en croissance organique au Canada? Au Canada, c'est de plus en plus difficile de croître par acquisition. Il n'y a plus beaucoup. En assurance vie individuelle, là, il n'y a rien à acheter. Ouais. Puis la journée que ça va arriver, peut-être en avoir une, là, mettons dans les 20 prochaines années, peut-être en avoir une. Mais là, ils vont tous vouloir. Les organisations vont vouloir l'acheter, fait que ça va se vendre à un prix très élevé. Fait que, actuellement, on investit beaucoup plus pour croître, au Canada, je parle, là, pour croître de façon organique, qu'on appelle évidemment. Fait que, on investit en technologie pour être capable, comme je disais tantôt, d'aider nos conseillers à être plus productifs. Par exemple, offrir plus de produits par client. Fait que là, on est en train de travailler là-dessus. Là. Fait que ça va nourrir la croissance organique au-delà de celle qui se fait déjà. Ouais. Donc, c'est d'aider les représentants, nos conseillers, à être plus productifs de façon à mieux servir le client sur plusieurs aspects, plusieurs facettes de leur protection financière. Puis ça, ben, on pense que ça va être un catalyseur de croissance. T'sais. Puis c'est moins risqué que d'acheter une compagnie. Ouais. Parce que tu es dans un environnement contrôlé. Tu connais bien les façons de procéder.
Puis tu peux le tester à petite échelle en premier. Puis après ça, tu peux le faire grandir dans tous tes réseaux. Tu le commences dans un réseau que tu contrôles. Après ça, ben, tu l'élargis à travers tous les réseaux de distribution avec lesquels tu travailles. Donc, au Canada, la clé, c'est vraiment la croissance organique, de faire croître le nombre de conseillers. Hein, en fait, quand on fait croître le nombre de conseillers, on n'est pas en train de se battre contre un compétiteur pour lui voler une business. On est en train d'augmenter la business globale du marché parce qu'il y a de la place. Puis, il y a plusieurs années, je t'ai posé une question. Puis, on avait parlé. En fait, tantôt, tu dis le portefeuille de IA en termes d'assurance individuelle, c'est lui qui est le plus complet, en fait, quasiment sur le marché. J'avais parlé du volet institution financière, le volet bancaire. C'est ça qui manque dans l'offre. Ben, il manque. C'est ça qu'il n'y a pas dans l'offre plutôt. Puis, est-ce que ça serait un intérêt pour IA un jour de faire l'acquisition d'une banque, que ce soit une banque virtuelle, peu importe, ou il n'y a pas de rentabilité dans le volet bancaire, c'est plus en gestion de patrimoine? T'sais. La première fois que j'ai regardé ce dossier-là, c'était à peu près en 2011-2012. À l'époque, je faisais du développement d'affaires, puis c'est un mandat que j'avais pris. Est-ce que IA devrait investir dans une banque? Comme tu viens de dire, soit une banque physique, brique et mortier, et ou virtuelle. Ma conclusion était assez claire à l'époque. Les marges bénéficiaires dans ce domaine-là sont trop faibles. Ce serait extrêmement difficile pour une organisation comme la nôtre d'aller se battre dans le même marché que, par exemple, la Banque Royale, la Banque des Jardins, etc., la Banque nationale. Alors, c'était bien clair que la vie est faite de choix. Là, okay? Ça, c'était un choix très évident pour moi là, en termes de stratégie. On n'ira pas se battre contre les grandes banques canadiennes dans leur créneau. Maintenant, est-ce qu'une banque virtuelle ferait l'affaire? Écoute, les banques canadiennes sont rendues des banques virtuelles. Tout le monde est rendu virtuel. Fait que ça change strictement rien. Fait que nous, notre stratégie, si on voit un intérêt à, je vais appeler ça, offrir quelque chose de bancaire, un compte, chèque, whatever, à un client, on ne le fera pas comme manufacturier. On va utiliser ce qui existe déjà. Ça va être des partenariats. Fait qu'on n'est vraiment pas dans la manufacture bancaire. Là. On veut faire du... En fait, il faut choisir où on va être bon dans la vie. Et où on est bon actuellement, c'est dans le volet protection. Puis le volet bancaire, on va le laisser aux autres. On va faire des partenariats avec eux là, au besoin. Puis le volet protection, ben là, justement, on veut développer ça. Puis il y a le volet américain, juste qu'on reparlerait un peu de ça tout à l'heure. Là, on a développé des grosses acquisitions aux États-Unis. J'ai même Amérique du Sud également. C'est quoi la vision des États-Unis que tu as actuellement? Parce que là, il y a eu de l'argent beaucoup qui ont été injectés là. On veut la rentabiliser. C'est quoi le futur aux États-Unis? En fait, quand on a fait notre réflexion stratégique il y a 6 ans à peu près, là, on a déterminé que qu'au Canada, c'était un marché mature, comme on vient de le dire, puis que les opportunités de croissance, c'était plus aux États-Unis. On avait commencé, nous, en 2010. On a acheté en 2010 une compagnie au Texas qui est en assurance vie individuelle. Puis on a fait un beau succès d'affaires de cette compagnie-là. Elle avait des contraintes à l'époque. Elle ne faisait pas d'argent vraiment. On a transformé complètement cette business-là. Puis aujourd'hui, c'est vraiment un catalyseur important de croissance là, aux États-Unis. Puis là, on s'est dit à un moment donné, OK, on va aller dans un autre domaine qu'on connaît bien au Canada, mais qui est quand même assez similaire aux États-Unis, qui est tout le volet des produits vendus par concession automobile. C'est là qu'on a acheté en 2018 une compagnie qui s'appelle DAC. On a acheté une autre en 2020, une compagnie qui s'appelle IAS. On a investi au-delà d'1 milliard canadien là, dans ces deux organisations-là. Puis, bon, j'avoue que le timing n'était pas bon, là, dans le sens que la pandémie est arrivée à peu près en même temps qu'on l'a annoncé. Donc, le nombre de voitures qui se vendaient à l'époque, vous savez que c'était pas tellement élevé. Alors, on a quand même souffert au début là, en termes de résultats financiers. Ce n'était pas ce qu'on s'attendait. Et là, on voit que ça revient. Les gens ont besoin de voitures. Là, quand même bien qu'on pourrait penser que ça va s'éliminer. Ce n'est pas le cas. Il y a une demande très importante de voitures. Actuellement, il y a quand même des contraintes parce que les taux d'intérêt ont augmenté, le coût de financement pour les consommateurs est élevé. Donc, je ne dirais pas qu'on a un vent de dos actuellement. Là, on a encore un vent de face à cause des conditions macroéconomiques. Mais pour nous, c'est un secteur dans lequel on pense qu'on peut croître parce que ce marché-là, il est fragmenté aux États-Unis. Donc, on investit actuellement avec des petites acquisitions. Puis, éventuellement, on va peut-être retourner avec des plus grosses acquisitions là, quand les facteurs macroéconomiques vont être revenus plus favorables. Mais bon, là, on s'est tourné vers l'assurance vie individuelle. On a annoncé cette année une acquisition aux États-Unis, à Chicago, Vericity, qui est dans le fond un distributeur numérique
Mais faisons attention aux distributeurs numériques. On va chercher des prospects de façon numérique, mais on a un centre de contact qui a des conseillers financiers. Donc, il y a 400 employés environ. La moitié, ce sont des conseillers financiers au téléphone. Donc, on a acheté une organisation qui a une expertise particulière qui vient élargir nos réseaux de distribution. Parce que nous, nos réseaux de distribution ils étaient strictement juste à la base humain. Là, on vient de dire, OK, le numérique en premier, mais l'humain en deuxième. Dans le sens qu'il vient complémenter le fait qu'on a identifié un client, là, l'humain vient. Donc, c'est toujours la combinaison des deux, mais l'ordre n'est pas si important que ça. Donc, on vient d'augmenter l'expertise du groupe au complet en achetant cette compagnie-là, en ajoutant cette expertise de génération de prospects de façon numérique. Fait qu'on est bien content de cette acquisition-là. Elle n'est pas closée, by the way, elle n'est pas finalisée parce qu'une compagnie publique, là, il faut le faire d'ici, on va le faire dans le premier trimestre 2024. Là. Mais clairement, on est dans un mode où on investit en assurance vie aux États-Unis parce qu'il y a de la place. La recherche là, sur ces acquisitions-là, c'est une équipe interne qui font des recherches parce que j'imagine qu'aux États-Unis, ils ne viennent pas cogner sur Grand Allée à Québec pour dire « je suis à vendre ». Oui, en fait, oui, il faut se faire connaître. On a une équipe d'acquisition qui travaille avec les banquiers d'affaires aux États-Unis, qui aussi identifie des compagnies avec qui on parle. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il faut que tu te fasses connaître. Donc, les banquiers vont t'appeler si jamais il y a une organisation qui décide de se vendre. Parce que tu vois ce qui va arriver. Une compagnie qui va être vendue, le propriétaire, il va contacter des banquiers d'affaires, puis là, ils vont regarder le spectre des acheteurs potentiels. Bon, l'idée, c'est de te faire connaître, puis ils vont t'appeler, ils vont dire « OK, ça t'intéresse-tu? » C'est une façon. Ou d'autres, ça peut être directement en communiquant de façon régulière avec des prospects, des propriétaires, puis leur dire « Sais-tu, si jamais tu mets en vente ta compagnie, on aimerait ça. » C'est de trouver une façon de te démarquer du marché pour avoir un meilleur prix possible aussi à la fin. J'imagine que vous êtes actif aussi dans vos recherches. OK, on va faire des recherches dans tel secteur d'activité. Puis là, on connaît mieux le secteur, on connaît les entreprises, puis là, on a plus d'informations pour prendre des décisions. Actuellement, on a 2 marchés aux États-Unis dans lesquels on regarde. On n'a pas ouvert un troisième. Et on ne va pas à l'extérieur des États-Unis. Tu as parlé d'Amérique du Sud. Moi, ce que je me suis donné comme mandat, c'est d'ici 2030, c'est d'avoir regardé soit un troisième secteur aux États-Unis ou une nouvelle géographie. C'est pas impossible qu'en 2027-2028, qu'on se dise, OK, on va l'explorer, l'Amérique du Sud ou l'Asie, peu importe, l'Europe. Comme on l'avait fait dans les années 2000, à partir de 2005, on s'était dit, OK, on va aller de façon sérieuse aux États-Unis. On avait alloué une ressource, un exécutif, là, aux États-Unis. Ça a pris 5 ans avant qu'on achète notre première compagnie. Fait que si en 2027-2028, on décide d'explorer, par exemple, l'Amérique du Sud, peut-être que ça va prendre 3-4 ans. Puis c'est tout à fait normal, là, avant qu'à un moment donné, on ait un investissement significatif. Mais il faut commencer quelque part. Ça se peut-tu aussi dans les stratégies d'acquisition? Je sais que tu es proche de l'équipe probablement d'acquisition. Que dans leur recherche, finalement, des fois, c'est des technologies qu'ils vont trouver dans l'organisation. Dire, hey, ça pourrait être intéressant dans notre structure interne. La compagnie est intéressante, mais c'est pas ça qu'on veut. C'est la technologie pour nos opérations ici au Canada ou peu importe aux États-Unis. Ça doit faire partie d'une stratégie. La compagnie Vericity qu'on a achetée à Chicago, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Là. En fait, c'est intéressant. On a acheté un groupe financier, un petit groupe financier, puis le petit groupe financier, il détenait un distributeur et un manufacturier. Il y a aussi une compagnie d'assurance dans ce groupe-là qui s'appelle Fidelity Life. Puis tu as le distributeur qui s'appelle eFinancial. On n'a pas acheté pour Fidelity Life. On avait déjà une compagnie au Texas. On a acheté, c'est plus pour eFinancial qu'on l'a acheté, qui est le distributeur. Puis c'est à cause de l'expertise numérique de cette organisation-là. Puis il y a une autre façon de le voir. Quand je regarde comment on pourrait se développer à l'extérieur du pays, comme on l'avait fait à l'époque pour les concessionnaires automobiles, on s'était dit, hey, on est vraiment top 2 au Canada là, dans ces produits-là, dans ce marché-là, dans ce réseau-là. Bien, ça a l'air de quoi les États-Unis? Puis on est-tu capable d'aller exporter notre expertise aux États-Unis? Fait que ça, c'est l'autre façon qu'on peut le voir. Là. Puis, tantôt, là, tu viens de dire, mettons, on est numéro 2 aux États-Unis. En termes d'assurance individuelle, elle se positionne bien et dans le top 5, dans le top 10? Bien, aux États-Unis, on s'est niché. Parce que, encore une fois, un peu comme l'équivalent des. Quand tu me posais la question tantôt, est-ce qu'on veut compétitionner contre les banques? On veut être dans le bancaire au Canada, puis moi, je t'ai dit, il y a des gros joueurs, puis avant d'être aussi bons que les autres, là, ça va prendre des décennies. Là. Aux États-Unis, il y a des très gros joueurs en assurance, puis on ne veut pas compétitionner là, contre eux autres là, à tous les jours. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié un créneau particulier en assurance individuelle aux États-Unis, qui est le marché on appelle ça final expense. C'est des montants de plus petits en assurance, en moyenne 25 000 par exemple,
des gens qui ne sont pas nécessairement en bonne santé. Donc, il y a un prix relié à ça. Il y a un marché pour ça. Fait que ça, c'est un créneau qui est moins exploité par les grands joueurs, dans lequel on est capable d'aller chercher des bonnes parts de marché, puis aussi une bonne marge bénéficiaire. Là. Donc c'est ça je dirais notre façon de travailler, de penser, c'est de ne pas aller se battre contre les gros joueurs solides puis implantés, mais d'essayer de trouver des créneaux qui ne sont pas bien servis. On va revenir, Denis, au volet plus conseiller. On est allé plus dans le volet. Ça va être même en terminant. C'est quoi le conseil, réflexion finale que tu aimerais partager à l'auditoire qui nous écoute au niveau conseil financier? C'est quoi que le PDG veut transmettre comme information à tous les réseaux de distribution? Moi, je vous dirais, sortez de votre routine, sortez de votre zone de confort. Allez voir les meilleurs dans votre domaine, qu'est-ce qu'ils font. Tantôt, j'en ai glissé un petit mot, là, quand j'avais été parler à notre meilleur, il m'avait dit, écoute, je suis passé de 6 à 7 adjoints. 6 à 7 adjoints. OK, t'es rendu là, toi, là. Oui. Mais moi, je veux juste passer du temps devant mes clients. C'est là que c'est payant. Fait qu'il pensait complètement différemment. Puis je l'écoutais, il y avait des stratégies totalement différentes. Une autre personne que j'ai rencontrée, qui était dans la communauté iranienne, c'était vraiment de développer son réseau de clients dans cette communauté-là. Donc, cette personne-là travaillait jalousement là, dans ce secteur-là, mais avait beaucoup de succès. Donc, c'était sa stratégie. C'est des choix. Fait que, essayez de réfléchir, consulter, parler aux meilleurs et essayez de trouver la façon que vous allez vous démarquer. Qu'est-ce que vous allez faire de différent des autres? J'en connais un autre que lui, là, je me souviens parce qu'à un moment donné, j'avais une de mes filles qui est médecin, puis j'avais conseillé ma fille, puis il l'avait pris. J'étais bien content. Là, après ça, je disais, hey, il était vraiment bon. Là, je dis, écoute, j'ai une autre fille, tu pourras-tu la prendre? Tu es médecin? Non, je ne la prends pas. OK, il m'a dit non. Parce que lui, jalousement, là, il y avait un marché qui était les médecins, il était spécialisé là-dedans, il y a des choses bien particulières. Et le respect. Donc, posez-vous la question, comment vous allez vous démarquer? C'est quoi votre branding? Vous allez être reconnu comment? Là, les gens vont vous appeler. Rendu là. Ben, Denis, c'était super intéressant. Je pense qu'on a parlé de pas mal tous les points qu'on voulait parler. Je tiens sincèrement, au nom des auditeurs, à mon nom, à te remercier d'avoir été là. Je sais que ton temps est précieux, donc j'apprécie beaucoup que tu aies été là. Donc, merci. Ça m'a fait plaisir, Jean-Sébastien. Merci. Bye-bye. Alors, pour ceux qui viennent d'écouter ce balado sur Apple Podcasts, sur Spotify ou sur YouTube, vous pouvez avoir une unité de formation continue pour les conseillers, les planificateurs financiers qui ont écouté ce balado-là. Tout ce que vous devez faire, c'est aller au www.astuceformation avec un s.com. En allant sur le site, vous allez loguer, vous allez en fait vous inscrire si vous n'avez pas déjà de compte. Une fois que ça va être fait, vous allez aller chercher la formation de le balado avec Denis Ricard. Vous allez attester que vous l'avez écouté, vous allez faire la lecture et vous allez remplir le questionnaire. Et en faisant ça, vous allez recevoir un certificat UFC que vous allez pouvoir vous-même après ça aller le saisir sur le site de la Chambre de la sécurité financière.